Bonjour, voilà, et pour une nouvelle lecture de Maupassant, Une vie. Donc on va suivre un peu notre lecture ensemble. Et cette fois-ci, un petit aperçu sur la mère de Jeanne et ses petites aventures. Je recommande donc à chaque repas, il racontait avec enthousiasme ses promenades et petites mères. À son tour lui disait combien de fois elle avait parcouru la grande allée de peuple, celle de droite contre la ferme des Gouillards, l'autre n'ayant pas assez le soleil, comme on lui avait recommandé de prendre du mouvement. Elle s'acharnait à marcher dès que la fraîcheur de la nuit s'était dissipée. Elle descendait appuyée sur le bras de Rosalie, enveloppée d'une mante et de deux châles, et la tête étouffée d'une capeline noire que recouvrait encore un tricot rouge. Alors traînons son pied gauche, un peu plus lourd, qui avait déjà tracé dans toute la longueur du chemin, l'un à l'aller, l'autre au retour, deux sillons poudreux où l'herbe était morte. Elle recommençait sans fin un interminable voyage en ligne droite depuis l'encoignure du château jusqu'aux premiers arbustes du bosquet. Elle avait fait placer un banc à chaque extrémité de cette piste. Et toutes les 5 minutes, elle s'arrêtait, disant à la pauvre bonne patiente qui la soutenait: Asseyons-nous, ma fille, je suis un peu lasse. Et à chaque arrêt, elle laissait sur un des bancs tantôt le tricot qui lui couvrait la tête, tantôt un châle, et puis l'autre, puis la capeline, puis la mante, et tout cela faisait au-debout de l'allée deux gros paquets de vêtements que Rosalie apportait sur son bras libre quand on rentrait pour déjeuner. Et dans l'après-midi, la baronne recommençait d'une allure plus molle, avec des repas plus allongés, sommeillant même une heure de temps en temps sur une chaise longue qu'on lui roulait dehors. Elle appelait cela faire son exercice, comme elle disait, mon hypertrophie. Un médecin consulté 10 ans auparavant parce qu'elle éprouvait des étouffements avait parlé d'hypertrophie. Depuis lors de ce mot, dont elle ne comprenait guère la signification, s'était établi dans sa tête. Elle faisait tâter obstinément au baron, à Jeanne ou à Rosalie son cœur que personne ne sentait plus, tant il était enseveli sous la bouffissure de sa poitrine, mais elle se refusait avec énergie de se laisser examiner par aucun nouveau médecin, de peur qu'on lui découvrît d'autres maladies. Et elle parlait de son hypertrophie à tout propos, et si souvent qu'il semblait que cette affection, qui fut spéciale, lui appartint comme une chose unique sur laquelle les autres n'avaient aucun droit. Le baron disait l'hypertrophie de ma femme, et Jeanne l'hypertrophie de maman, comme il aurait dit la robe, le chapeau ou le parapluie. Elle avait été fort jolie dans sa jeunesse, et plus mince qu'un roseau. Après avoir valsé dans les bras de tous les uniformes de l'Empire, elle avait lu Corinne qui l'avait fait pleurer, et elle était demeurée depuis quand marquée de ce roman. À mesure que sa taille s'était épaissie, son âme avait pris des élans plus poétiques, et quand l'obésité l'eut clouée sur un fauteuil, sa pensée vagabonda à travers les aventures tendres dont elle se croyait l'héroïne. Elle en avait des préférés qu'elle faisait toujours revenir dans ses rêves, comme une boîte à musique dont on remonte la manivelle, répète interminablement le même air. Toutes les romances langoureuses où l'on parle de captives et d'hirondelles lui mouillaient infailliblement les paupières, et elle aimait même certaines chansons grivoises de Béranger à cause des regrets qu'elle exprime.
Elle demeurait souvent pendant des heures immobile, éloignée dans ses songeries, et son habitation des peuples lui plaisait infiniment, parce qu'elle prêtait un décor au roman de son âme, lui rappelait, et par le bois d'alentour, et par la lande déserte, et par le voisinage de la mer, les livres de Walter Scott qu'elle lisait depuis quelques mois. Dans les jours de pluie, elle restait enfermée dans sa chambre à visiter ce qu'elle appelait ses reliques. C'était toutes ces anciennes lettres, les lettres de son père et de sa mère, les lettres du baron, qu'elle était sa fiancée, et d'autres encore. Elle les avait enfermées dans un secrétaire d'acajou, portant à ses angles des sphinx de cuivre, et elle disait d'une voix particulière: « Oh, Rosalie, ma fille, apporte-moi le tiroir aux souvenirs. » La petite bonne ouvrait le meuble, prenait le tiroir, le posait sur une chaise à côté de sa maîtresse, qui se mettait à lire lentement, une à une, ses lettres, en laissant tomber une larme dessus de temps en temps. Jeanne parfois remplaçait Rosalie et promenait ma petite mère, qui lui racontait des souvenirs d'enfance. La jeune fille se retrouvait dans ces histoires d'autrefois, s'étonnant de la similitude de leurs pensées, de la parenté de leurs désirs, car chaque cœur s'imagine ainsi avoir tressailli avant tout autre sous une foule de sensations qui ont fait battre ceux des premières créatures et feront palpiter encore ceux des derniers hommes et des dernières femmes. Leur marche lente suivait la lenteur du récit, que des oppressions parfois interrompaient quelques secondes, et la pensée de Jeanne, alors bondissant par-dessus les aventures, commençait, s'élançait vers l'avenir, peuplé de joie, se roulait dans les espérances. Un après-midi, comme elle se reposait sur le banc du fond, elle aperçut tout à coup, au bout de l'allée, un gros prêtre qui s'en venait vers elle. Il salua de loin, prit un air souriant, salua de nouveau quand tu fus à 3 pas, et s'écria: « Eh bien, madame la baronne, comment allons-nous » C'était le curé du pays. Petite mère née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu croyant au jour de la Révolution, ne fréquentait guère l'église, rien qu'elle aimât les prêtres par une sorte d'instinct religieux de femme. Elle avait totalement oublié l'abbé Picot, son curé rougit en le voyant. Elle s'excusa de n'avoir point prévenu sa démarche, mais le bonhomme n'en semblait point froissé. Il regarda Jeanne, la complimenta sur sa bonne mine, s'assit, mit son tricorne sur ses genoux et s'épongea le front. Il était fort gros, fort rouge, et essuyait à flot. Il tirait de sa poche à tout instant un énorme mouchoir de carreau imbibé de transpiration et se le passait sur le visage et le cou. Mais à peine le linge humide était-il entré dans les profondeurs de sa robe que de nouvelles gouttes poussaient sur sa peau et, tombant sur la soutane, rebondit au ventre, fixé en petites taches rondes, la poussière volante des chemins. Il était gai, vrai prêtre, campagnard tolérant, bavard et brave homme. Il raconta des histoires, parla des gens du pays, ne sembla pas être aperçu que ces 2 paroissiennes n'étaient pas encore venues aux offices. La baronne, accordant son indolence avec sa foi confuse, et Jeanne trop heureuse d'être délivrée du couvent où elle avait été corrompue de cérémonies pieuses. Le baron parut, sa religion panthéiste le laissait indifférent. Au dogme, il fait aimable pour l'abbé
qu'il connaissait de loin et le retient dîner. Le prêtre sut plaire grâce à cette astuce inconsciente que le maniement des âmes dans nos hommes les plus médiocres appelaient sur le hasard des événements à exercer un pouvoir sur leurs semblables. La baronne le choya, attirée peut-être par une de ces affinités qui rapprochent les natures semblables, la figue sanguine et l'haleine courte des gros hommes plaisant à son obésité soufflante. Vers le dessert, il eut un verre de curé ou en goguette, se laissant aller familier des fins de repas joyeuses. Et tout à coup, il s'écria comme si une idée heureuse lui était traversée l'esprit. « Mais j'ai un nouveau paroissien. Il faut que je vous le présente, monsieur le vicomte de la Mare. » La baronne, qui connaissait sur le bout du doigt tout l'armorial de la province, demanda: « Est-il de la famille de la Mare, de l'or ?» Le prêtre s'inclina. « Oui, madame, c'est le fils vicomte Jean de la Mare, mort l'an dernier. » Alors, madame Adélaïde, qui aimait par-dessus tout la noblesse, posa une foule de questions et apprit que les dettes du père payées, le jeune homme ayant vendu son château de famille s'était organisé un petit pied à terre dans une des 3 fermes qu'il possédait dans la commune d'Étouvent. Ces biens représentaient en tout 5 à 6 000 livres de rente, mais le vicomte était d'humeur économe et sage et comptait vivre simplement pendant 2 ans ou 3 ans dans ce modeste pavillon afin d'amasser de quoi faire bonne figure dans le monde pour se marier avec avantage sans contracter de dettes ou hypothéquer ses fermes. Le curé ajouta: « C'est un bien charmant garçon, et si rangé, si paisible, mais il ne s'amuse guère dans le pays. » Le baron dit: « Amenez-les chez nous, monsieur l'abbé. Cela pourra le distraire de temps en temps. » Et on parla d'autre chose. Quand on passa dans le salon, après avoir pris le café, le prêtre demanda la permission de faire un tour dans le jardin, ayant d'habitude un peu d'exercice après ses repas. Le baron l'accompagna et se promenait lentement tout le long de la façade blanche du château pour revenir ensuite sur leur pas, leur ambre, l'une maigre, l'autre ronde, et coiffée d'un champignon, allait et venait tantôt devant eux, tantôt derrière eux, selon qu'ils marchaient vers la lune ou qu'ils lui tournaient le dos. Le curé mâchonnait une sorte de cigarette qu'il avait tirée de sa poche. Il en expliqua l'utilité avec le franc-parler des hommes ducs de campagne. « C'est pour favoriser les renvois, parce que j'ai les digestions un peu lourdes. » Puis soudain, regardant le ciel où voyageait l'astre clair, il prononça: « On ne se lasse jamais de ce spectacle-là. » Et il entra prendre congé des dames. Voilà, merci. C'était un peu une petite lecture, voilà. Parlons de la maman de Jeanne et puis la surprise de la rencontre. À la prochaine.